Bon, eh bien, au nom de l'équipe, je vous souhaite la bienvenue. On est ravis de vous retrouver en ce début de semaine ensoleillé et avec une petite odeur de liberté. Hem, Par contre, oui, l'actualité nous le rappelle, tous les jours et depuis des semaines. Certains postes du budget, ont augmenté, voire, ont explosé. Que ce soit la crise sanitaire, les inondations, l'actualité géopolitique explique en partie la situation, actuelle. La plupart des ménages ont pris ces augmentations, de plein fouet, certains plus durement que d'autres et qui étaient déjà touchés par des difficultés, de la vie antérieure. Donc nous assistons aujourd'hui au 1er webinaire d'une série consacrée au pouvoir d'achat des ménages. L'observatoire a souhaité faire appel à des experts dans différents domaines pour nous permettre de comprendre la situation actuelle, les raisons des augmentations, les conséquences sur le budget des ménages et les enjeux qui y sont liés. Et on souhaitait aussi, pouvoir vous éclairer sur les aides qui sont mises en place dans ces différents domaines. Le thème du jour, c'est l'énergie. On en entend aussi parler tous les jours. Des mesures d'aide sont prises aux différents niveaux de pouvoir. La situation, par contre, est parfois difficilement lisible, et donc 3 experts aujourd'hui vont nous aider à comprendre, ce qui se joue en matière d'énergie. Alors pour votre information, on organisera d'autres webinaires sur le pouvoir, d'achat des ménages de mars à mai, avec comme thème, l'inflation, l'indexation, le prix de l'alimentation et le prix de l'eau et d'autres thématiques seront abordées certainement par la suite. Avant de vous présenter, nos orateurs du jour, je vais peut-être revenir sur quelques, aspects pratiques. Donc comme à l'accoutumée, le webinaire est enregistré. Le PowerPoint et l'enregistrement vous seront communiqués prochainement et seront disponibles sur le site de l'observatoire. L'organisation du webinaire est la suivante. Chaque orateur a 30 minutes de temps de parole. Ensuite, ils prendront le temps de répondre à vos questions en toute fin de session. Et je vous remercie de poser vos questions dans la messagerie en cours de présentation. Et aujourd'hui, ce sera Dorian Michel, qui est chargé de prévention, de l'Observatoire, qui sera le modérateur du jour. Il compilera vos questions et il les, posera à nos orateurs en fin de session, comme je le disais. Si vous avez des problèmes avec la messagerie, que vous ne parvenez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à nous les transmettre par email. On en prendra compte, également. Hem Et pour les personnes qui souhaitent une attestation, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, pour qu'on fasse le nécessaire. Dernière information, pour les services de médiation de dette, on a lancé une enquête sur vos besoins en formation et donc, Aurélie va remettre le lien vers le questionnaire. Il y a juste 3 questions, si vous voulez en profiter pour y répondre aussi. Le lien sera dans la conversation. Bon, ça y est, je crois que c'est le moment. Il est grand temps de laisser la parole, à nos orateurs du jour. Donc Philippe Defeith, qui est économiste à l'Institut pour le développement durable, Aïda Abada, qui est, formatrice à Énergie Info Wallonie et Sabine Wernerus de la cellule énergie de la Fédération des CPAS. À tous les 3, je vous remercie de votre investissement dans le cadre de la préparation, du webinaire. Une petite précision, Aïda ne pouvait pas être présente, aujourd'hui, donc son intervention a été enregistrée la semaine dernière. Elle ne sera pas en mesure de répondre à vos questions, en fin de webinaire. Toutefois, si vous avez des questions, vous pouvez nous les transmettre ou alors on vous communiquera son adresse mail, directement. Philippe, Sabine, je vais vous laisser vous présenter plus longuement. Je serai le maître du temps de cette matinée. Et je vous remercie, tous pour votre présence et bon webinaire. Philippe, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup Caroline. Bonjour à tout le monde. On m'entend bien? C'est OK? Voilà. Parfait. Alors, je pense que mon exposé est partagé, non? Est-ce qu'il apparaît? Oui, oui, il apparaît Oui, bien. oui, oui. OK, Oui, oui. très bien. Merci beaucoup. Donc, bonjour encore une fois à tout le monde.
Alors, comme on vient de le dire, ben, ce n'est plus une surprise. La crise énergétique s'emballe. Hein, les cours du jour aujourd'hui atteignent des niveaux en matière de pétrole incroyables. Et c'est d'autant plus triste, enfin regrettable, que en fait, les premiers chiffres du mois de février donnaient l'impression qu'on était arrivé à un sommet de la crise. Manifestement, on ne l'est plus. Et donc, c'est bien pour ça que je parle maintenant de menaces économiques et sociales, parce que ça va impacter le social, bien évidemment, on va en parler, ça va aussi impacter l'économique et donc indirectement le social. On peut s'attendre à des pertes d'emplois ou des réductions d'activité dans certains secteurs avec des retombées via le chômage sur la situation sociale. Alors, je vais commencer par deux préalables. Vous verrez, je ne parlerai pas des raisons, on les connaît, elles sont abondamment commentées. S'ajoutent évidemment les raisons géostratégiques tout à fait récentes de la guerre en Ukraine, mais je ne vais pas revenir là-dessus, je ne pense pas que ça ait beaucoup d'intérêt pour nous. De toute façon, la Belgique subit cette hausse qui découle d'évolutions et de phénomènes supranationaux. Deux préalables néanmoins, peut-être rappeler, parce que c'est important pour la suite des discussions, la suite des débats politiques, c'est que la crise aujourd'hui, elle est là d'abord et avant tout parce qu'on a négligé la politique énergétique pendant en gros 30-35 ans. Au milieu des années 80, je ne vais pas refaire l'histoire, mais au milieu des années 80, il y a une crise énergétique au début des années 80. Les prix retombent très fort et très vite au mi-temps des années 80 et ça arrange bien tout le monde. Voilà. Et donc, on vit avec cette illusion que l'énergie est abondante, bon marché, qu'il n'y aura plus jamais les problèmes qu'on a connus avec les deux chocs pétroliers. Et si on regarde les chiffres de 21, bon, maintenant évidemment, c'est en train de changer à une vitesse VV', mais les chiffres de 21 indiquent clairement que toute proportion gardée, quand on tient compte de l'évolution des revenus, du pouvoir d'achat, eh bien, l'énergie était encore très bon marché jusqu'en 2021. Deuxième constat, et là, on est déjà un peu plus dans la question de qu'est-ce qu'il faut faire et comment est-ce qu'on va procéder pour répondre à ce choc inflationniste de l'énergie, mais demain, de toute une série d'autres produits tout aussi essentiels. Je pense par exemple au pain et à la farine. Ce qui est à noter de manière très claire aujourd'hui, c'est l'explosion des différences et l'accroissement des inégalités en matière de consommation énergétique. Jusqu'il y a pas très longtemps, on pouvait par exemple en gros assimiler une petite consommation d'électricité à un petit revenu. Et donc, on pouvait par exemple prendre des mesures qui dépendaient de la taille de la hauteur, oui, de la hauteur de la consommation électrique. Aujourd'hui, une petite consommation électrique peut être au contraire quelque chose qui concerne un ménage très aisé, mais qui avait les moyens pour investir dans des panneaux photovoltaïques. Et donc, cette explosion de différences concerne les types de logements. Quand vous voyez aujourd'hui l'extraordinaire efficacité énergétique et le confort énergétique de certains logements avec à l'autre extrémité, je dirais des logements qui sont des logements pourris, qui sont mal isolés, mal exposés, etc., mais il n'y a plus de comparaison possible, il n'y a plus photo entre ces deux situations. C'est vrai aussi en matière de voitures, de plus en plus. Je vais l'illustrer d'ailleurs d'un point de vue tout à fait socialement tout à fait concret, la différence qu'il y a entre un bénéficiaire d'une voiture salaire et qui dispose en plus d'une carte carburant versus quelqu'un qui a une vieille voiture, qui consomme beaucoup et qui n'est plus à jour à aucun point de vue. Et puis alors, ce qui est très important aujourd'hui, et je l'ai déjà dit à une série de personnes qui suivent de plus près les questions énergétiques, il faut faire attention sur les différences en termes de vecteurs énergétiques utilisés. Donc, par exemple, les prix évoluent pour le moment très différemment entre le mazout et le gaz. C'est en train de changer et ça va probablement changer. En tout cas, le prix du mazout va rattraper en termes d'augmentation, je pense, le prix du gaz d'ici très peu, si on en croit les marchés internationaux du pétrole. Mais donc, je pense aujourd'hui, a priori, il faut vérifier, mais que peut-être les utilisateurs de gaz sont
tout compte fait, mieux traités que les utilisateurs de mazout. À certains moments, ça peut être l'inverse. Et donc, cette question d'équité me semble importante dans tout le débat. Et donc, l'enjeu, on le connaît, c'est un enjeu terriblement compliqué à titre individuel, à titre sociétal et à titre politique. C'est comment combiner le long terme et le court terme, comment combiner l'équité et le social, comment combiner, hein, comme on l'a dit souvent à l'occasion de la crise des Gilets jaunes en France, comment combiner les préoccupations de fin du monde et de fin du mois. Cette expression est probablement un peu caricaturale, peut-être même un peu exagérée, on n'en est quand même pas encore à la fin du monde, mais néanmoins, ces préoccupations de moyen et long terme sont présentes, mais se télescopent aujourd'hui et sont peut-être un peu mises à l'arrière-plan avec des considérations plus urgentes concernant l'emploi, concernant le pouvoir d'achat, concernant la dégradation objective de la situation financière d'un certain nombre de ménages. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme mesure sociale? Donc ici, je vais me concentrer, c'est quand même le séminaire est organisé par l'Observatoire du crédit et de l'endettement, donc c'est de savoir comment les ménages vont s'en sortir et comment on peut aider les ménages à ne pas s'enfoncer, et pour certains ménages, à ne pas s'enfoncer encore un peu plus. Je vais vous faire l'exposé des mesures qui sont aujourd'hui sur la table avec un bref commentaire pour chacune de ces mesures. Il y en a une qui a déjà été appliquée pour l'électricité, c'est la baisse de la TVA. Le problème, c'est que c'est une mesure qui s'applique à tout le monde, même à celui qui est un gros consommateur. Donc, en général, les gros consommateurs sont quand même des personnes qui sont plus à l'aise, à l'exception notable d'un public dont on ne parle pas assez. Heureusement, il ne représente pas une part trop importante des ménages ballons, mais il y en a. C'est les ménages qui se chauffent à l'électricité parce qu'ils ne savent pas faire autrement, soit techniquement, soit parce qu'à certains moments, ils ne savent pas payer la facture ou avancer l'argent pour faire le plein de la cuve de mazout, et en attendant se chauffent à l'électricité en se disant on paiera plus tard. Mais ce genre de comportement aujourd'hui aboutit forcément des catastrophes sociales au moment de la régularisation, parce que tout le raisonnement est basé sur l'idée qu'on ne demande pas une augmentation de la facture intermédiaire. On profite justement de ce qu'elle est relativement basse pour augmenter sa consommation en lieu et place de mazout qu'on ne sait pas payer et pour lequel on ne sait pas avancer l'argent. Et donc ça, c'est vraiment un problème majeur. Mais pour le reste, un gros consommateur, c'est plutôt a priori quelqu'un d'aisé. Il y a un risque, mais qui n'est pas un risque, on le constate, qu'en fonction de la configuration des évolutions des prix et des salaires, on retarde l'indexation. Et donc, dans une note, j'ai clairement montré, une note de l'Institut pour un développement durable, j'ai clairement montré que la plupart des gens perdaient de l'argent avec la baisse de la TVA. C'est-à-dire que la baisse de la TVA rapporte moins que la perte de l'indexation pendant 6 mois pour la plupart des ménages, et en particulier pour les petits salariés et les ménages qui vivent d'allocations sociales. En plus, tout cela, faire baisser le prix de l'énergie aujourd'hui, c'est un mauvais message. Ce n'est pas pour la fin du mois ici, excusez-moi, je me suis trompé, c'est pour la fin du monde. Hein, voilà. Donc, c'est court terme, c'est peut-être bien, mais en fait, ça ne l'est pas parce que la plupart des gens vont y perdre. Et c'est de toute façon un mauvais message pour la fin du monde. Deuxième dispositif qui a été étendu, vous le savez que depuis février 2021, à peu près 20% des ménages bénéficient du tarif social. C'était environ 10% avant. C'est aujourd'hui 20. Notez bien ou rappelons que l'extension du tarif social n'est pas liée à l'augmentation récente des prix de l'énergie. Hein. C'est un mécanisme qui a été mis en place pour faire face à la crise du Covid, pour faire simple. Hein. Mais évidemment, une fois que les prix ont commencé à augmenter très fort en fin d'année 2021, mais cette extension du tarif social s'est révélée être quelque chose de très important pour beaucoup de ménages. Donc, on passe de 10 à 20% des ménages. Et l'enjeu, je vais y venir tout de suite, c'est de voir s'il ne faut pas faire passer ce tarif social, appliquer ce tarif social au-delà des ménages précaires pour aller au minimum vers les ménages de la classe moyenne inférieure. Le tarif social aujourd'hui est une mesure qui coûte très cher, mais la contrepartie de ce coût important, c'est un avantage important pour les ménages bénéficiaires, puisque
j'ai fait les calculs pour le mois de janvier ici à Namur. Grosso modo, le tarif social est dans un rapport de 1 à 5 par rapport au tarif normal. Donc, comme je le disais, c'est un coût élevé pour la collectivité parce que c'est in fine le budget général qui va payer ce tarif social d'une manière ou d'une autre. La question se pose, et il y a beaucoup de demandes dans ce sens, pour revoir les calculs, et peut-être qu'on doit avoir, je dirais, l'intelligence collective d'au moins accepter le débat parce qu'il y a un risque très important, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, le tarif social va augmenter très fort cette année-ci, en particulier pour le gaz. On s'attend à ce qu'il augmente tout au long de l'année 2022 et peut-être, sinon sûrement, jusqu'au début de l'année 2023. Donc pour le moment, le prix du tarif social est inférieur à ce qu'il a été il y a quelques années. Je dis bien inférieur à ce qu'il a été il y a quelques années, mais cette situation va changer très rapidement. Et puis, il y a un autre problème majeur avec le tarif social, c'est l'effet de seuil. Pour bénéficier du tarif social, vos revenus ne peuvent pas dépasser, on va arrondir les choses, grosso modo 20 21 000 euros de revenus imposables. Mais il suffit d'1 euro en plus de cette limite, de ce seuil, pour que vous perdiez le bénéfice. Pas tout de suite, mais à terme, vous perdez le bénéfice du tarif social. Perdre aujourd'hui le bénéfice du tarif social pour 1 euro annuel en plus implique que vous payez tous les mois 150 à 200 euros en plus. Vous voyez un peu cet effet de seuil qui est incroyable. 1 euro en plus de revenus annuels, hop, vous n'avez plus droit au tarif social et tous les mois, vous allez payer au tarif actuel entre 150 et 200 euros en plus. Voilà, puisque vous perdez le bénéfice du tarif social. Donc là, c'est une mesure à court terme qui est probablement une des meilleures, voilà, mais qui très rapidement devrait être étendue à d'autres catégories de ménages et qui pose quand même des questions, notamment cette question de l'effet de seuil. Alors, il y a troisièmement toutes les possibilités alors de chèques de primes. Hein, on a déjà vu 100 euros pour tout le monde pour l'électricité. Donc, ça veut dire que les propriétaires, par exemple, de panneaux photovoltaïques qui n'ont quasiment plus de consommation électrique vont aussi recevoir 100 euros. Les gens très aisés vont aussi recevoir 100 euros. On a déjà vu une prime de 80 euros pour les seuls bénéficiaires du tarif social. Donc, les questions qui se posent, c'est le ciblage. On ne va quand même pas donner, on continue à donner des primes à des gens qui, plus que d'autres, ont les moyens d'amortir les chocs. Je dirais, dès que vous avez une épargne un temps soit peu importante, vous êtes en capacité d'absorber certains chocs. Les gens qui n'ont aucune épargne devant eux et des petits revenus ne sont pas capables d'absorber des chocs. Donc, ceci nécessite un ciblage, mais la question qui se pose toujours, c'est jusqu'à quand, quel niveau de revenu? Voilà. Combien aussi? Alors, quatrième, oui, j'ai oublié de dire, ces aides sont en partie cumulables. Hein. Elles ne sont pas nécessairement exclusives les unes des autres. D'ailleurs, la preuve, c'est que la baisse de la TVA s'applique aussi. Pardon, si on baissait la TVA sur le gaz, ben, ça s'appliquerait aussi au tarif social. Le tarif social électrique voit sa TVA baisser aussi, puisque cette mesure-là a été décidée. Alors, on peut aussi retirer de la facture certains coûts. Et moi, je pense qu'il faut aujourd'hui aller dans cette direction. L'idée, au moment où on a libéralisé le marché de l'électricité, c'était que finalement, tout ce qui concernait l'électricité devait être financé par les consommateurs d'électricité. Ça avait sa cohérence, ça avait sa logique. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est normal que quelqu'un qui bénéficie de panneaux photovoltaïques et donc n'a pas de consommation électrique ne paie pas sa contribution, sa juste part au financement de la politique sociale de l'électricité? De même que tout ce qui concerne la transition, la fin du monde, le monde de demain en tout cas, eh bien, il serait normal de faire financer ces dépenses par le contribuable plutôt que par le consommateur. Donc, l'idée de retirer certains coûts de la facture, je vous dis tout de suite, dans les conditions actuelles de prix, ça ne changera pas grand-chose. Mais bon,
il y a une certaine logique et une certaine équité à aller dans cette direction. Cinquième mesure qui est très, très à la mode, qui porte aujourd'hui le nom de cliquet. Et parenthèse, on en reparle maintenant pour les carburants. Hein, on en parlait jusqu'à peu, surtout pour l'électricité, voire le gaz, mais on revient avec cette proposition aussi pour le carburant. Et ça d'ailleurs, déjà été appliqué par le passé. Alors, on ajoute aujourd'hui la TVA intelligente, enfin, tout ce que vous voulez, en gros, hein, en gros. Ce qu'il y a derrière ces propositions, c'est extrêmement simple. C'est l'idée de dire que quand les prix augmentent ou augmentent très fort, on diminue la fiscalité qui pèse sur ces produits. Ça peut être d'abord et avant tout les accises, ça peut aussi peut-être demain être la TVA, en sachant qu'ici, on ne fait pas nécessairement ce qu'on veut, hein, il y a quand même des règles européennes, mais en gros, ça a été accepté pour les carburants. On peut très bien imaginer qu'à partir du mois de juillet, on passe dans ce régime-là pour le gaz, pour l'électricité, voire peut-être pour le gaz, puisque je rappelle que la baisse de la TVA pour l'électricité vaut uniquement jusqu'à fin juin, en tout cas sur base des décisions prises à ce jour. Donc l'idée, en gros, cliquet, c'est on réduit la fiscalité. La question qui se pose aujourd'hui, les hausses de prix sont tellement importantes que même si on supprimait toute fiscalité sur les énergies, eh bien, il y aurait encore des hausses de prix qui s'annoncent importantes. Bien sûr, ce serait moins que si on ne le faisait pas, mais ne pensons pas qu'un certain nombre de ménages n'auraient plus difficile ou n'auraient pas au moins aussi difficile si on devait baisser la fiscalité ou un certain nombre de charges qui pèsent sur les énergies. Revient, mais de manière beaucoup plus timide dans le débat, puisque certains semblent ne plus trop croire à cette formule, c'est l'idée d'un tarif progressif. Alors, ceci, par définition, ne vaut que pour l'électricité et pour le gaz, pas pour le mazout, à part la petite différence qu'il y a entre les livraisons de 1000, 2000 ou plus de 2000 euros, plus de 2000 litres pour le mazout. En gros, le prix est le même, quelle que soit la consommation, mais on pourrait imaginer que pour l'électricité et ou pour le gaz, on fasse un tarif progressif. Quelle est l'idée aujourd'hui? Les mécanismes de prix font que les derniers kilowattheures consommés ou le dernier mètre cube de gaz consommé est meilleur marché que le premier. Sans tomber dans la caricature, ça veut dire par exemple que le petit pensionné qui allume une petite ampoule pour lire sa gazette paie son kilowattheure plus cher que celui qui chauffe ou chaufferait sa piscine à l'électricité. Et donc, c'est l'idée d'aller en encontre de cette logique qui a son sens économique, mais qui n'a pas peut-être aujourd'hui tout son sens social. Et donc, ce serait l'inverse. Ce serait de dire, ben, les premiers kilowattheures ou les X premiers kilowattheures sont meilleurs marché ou voire même sont gratuits, et puis le prix augmente en fonction de la consommation. Voilà. De nouveau, attention, soyons très attentifs à ceux qui se chauffent à l'électricité classique. Hein, je ne parle pas de ceux qui ont des pompes à chaleur. Mais donc, si on pouvait résoudre cette question du chauffage électrique classique, qui est en plus une aberration énergétique, on pourrait peut-être mettre en place un tarif progressif et qui aiderait et qui serait aussi finalement un bon équilibre entre la fin du mois et la fin du mois. Hein. La fin du mois serait réglée, en tout cas, tout le monde aurait une base de consommation à meilleur compte et ça continuera à envoyer un signal de prix pour quand même économiser une énergie qui est écologiquement, mais aussi économiquement très coûteuse. N'oublions pas quand même le consumérisme actif, un consumérisme actif. Hein, il y a encore un nombre incroyable de clients historiques qui paient trop cher leur électricité et ou leur gaz. Et donc, il faut continuer à faire du travail. Il est un peu plus compliqué pour le moment parce que les prix, la gamme de prix a tendance à se rapprocher au vu des évolutions sur le marché et tout le monde subit les mêmes hausses. Mais il n'y a rien à faire, ça reste une démarche. Je rappelle alors rapidement l'existence du fonds gaz et électricité, mais je suppose que Sabine en parlera beaucoup plus et beaucoup mieux que moi dans un instant.
je n'ai pas mentionné ici, parce que là, on est parti pour des mesures qui ne vont pas se faire très rapidement, c'est évidemment une réforme fondamentale de la libéralisation du marché des marchés de l'énergie, où il y a manifestement des dysfonctionnements et les personnes qui travaillent avec des personnes endettées le savent bien. Il y a encore des comportements commerciaux inacceptables de la part des fournisseurs. On essaie de boucher les trous chaque fois qu'on découvre de nouveaux comportements douteux, mais ça reste extrêmement difficile. Voilà, j'en ai presque terminé. Une analyse rapidement de ce qui se fait ou pas. Je vais ajouter une ou deux choses que j'ai ajoutées au vu de l'évolution de la situation, si vous permettez. Donc, première chose qui saute aux yeux, me semble-t-il, il n'y a pas de ligne directrice. On ne sait pas où on va. On ne parvient pas à formaliser un consensus et même à penser un consensus pour réaliser cette double contrainte, pour se faire rencontrer la fin du mois et la fin du monde, ou en tout cas la transition écologique. On ne sait pas quelle trajectoire de prix à long terme, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas quelles énergies favoriser, enfin, tout le monde, toute personne qui doit aujourd'hui faire des choix de chaudière, d'énergie, ne reçoit pas de messages clairs, a des doutes et aura de plus en plus de doutes parce que il n'y a pas de message politique très clair sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut privilégier, comment est-ce qu'on finance les politiques d'adaptation. Tout ça, enfin, on sait bien que pour l'immense majorité des gens, les aides existantes ne suffisent pas. Et de toute façon, il reste le problème des locataires qui dépendent d'une manière ou d'une autre de leurs propriétaires pour vivre dans un logement plus ou moins correct sur le plan énergétique, plus ou moins confortable. Donc, je peux comprendre, la situation est difficile, on sort du Covid, mais à un moment donné, si on veut vraiment aider les gens, et il faut quand même une vision. Voilà. Et cette vision manque aussi sur le plan social. On va dans tous les sens. On additionne les mesures et le résultat final de ces mesures, à mon avis, n'est pas très, très convaincant. Deux, j'ai dit ma conviction que dans le court terme, il faut étendre le tarif social à la classe moyenne, inférieure. Le problème, c'est que nous n'avons pas un appareil administratif, une connaissance assez fine et assez rapide, surtout des revenus, pour rapidement mettre en œuvre cette proposition, du moins si on estime qu'elle est souhaitable et possible. Moi, je pense qu'elle est souhaitable, elle est possible, mais il y a ce mécanisme de viser rapidement ceux qu'on appelle la classe moyenne. C'est absolument incroyable. Tout le monde a le mot classe moyenne à la bouche, ou classe moyenne inférieure en tout cas à la bouche, mais en fait, administrativement, ces gens n'existent pas. On ne sait pas dire, voilà. Autant pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, qui aujourd'hui bénéficient tous du tarif social, là, c'est très clair, on a un plafond de revenus, on les connaît, c'est des gens qui sont dans les circuits administratifs, dont on connaît le numéro de compte, dont on connaît la localisation, on sait à qui verser l'argent et comment le verser, ou en tout cas à qui faire profiter du tarif social. Mais dès qu'on sort de ces ménages-là, c'est un peu le flou administratif. Je ne dis pas que c'est insurmontable, mais il faut le vouloir. Trois, ce qui me semble très clair, c'est que les différences, dans certains cas, des inégalités non intégrées. Donc, je veux dire, cet exemple de 100 € pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques, je voudrais attirer votre attention, c'est que ce n'est plus anecdotique. 10% des ménages ont aujourd'hui des panneaux photovoltaïques. Donc, on n'est plus dans 10% de ménages en plus à aider ou en moins à aider. Ça peut très vite faire des différences importantes en termes de moyens budgétaires. Ce qui me semble aujourd'hui très clair aussi, que la libéralisation n'est pas vraiment remise en cause et on continue à devoir subir des tromperies plus ou moins légales de la part des fournisseurs. Allez lire les rapports de la CREC ou de la COAP, le régulateur fédéral ou le régulateur régional, et vous verrez que eux aussi s'insurgent d'un certain nombre de comportements. D'une manière générale, les mesures générales sont absolument inadéquates. Des mesures qui visent à baisser le prix pour tout le monde, etc., tout ça ne fonctionne pas. Je veux dire, par exemple,
baisser les prix des carburants pour tout le monde, y compris pour ceux qui bénéficient d'une voiture salaire ou d'une carte carburant, excusez-moi, c'est de l'argent gaspillé. Alors, je voudrais... ah, mais je me rends compte qu'il y a... oui, je suis désolé. Il y a une page qui a sauté au moment. Voilà. Non, c'est juste. J'en ai terminé. Pardon, j'en ai terminé, mais je voulais juste ajouter ceci. Et je serais resté dans les limites de temps et j'espère avoir été clair malgré la densité de mon exposé. Ce qui me semble important aujourd'hui pour nous, en tout cas pour ceux qui sont préoccupés par la situation des ménages et des ménages précaires en particulier, c'est absolument assurer l'équité la plus grande possible. Hein. On ne peut pas tout d'un coup mettre tout le paquet sur le gaz et puis oublier ceux qui chauffent au mazout ou ne pas adapter les mécanismes pour ceux qui se chauffent au mazout et réciproquement. Il faut vraiment des mesures qui soient plus équitables entre les ménages dans des situations plus ou moins sensibles. Les tarifs sociaux, c'est une mesure importante. La dernière chose que je voudrais dire maintenant, c'est ma réflexion à moi aussi évolue. Et quand je vois ce qui nous attend, parce que ce qui nous attend, ce n'est pas que les hausses des prix énergétiques, c'est aussi les hausses de toute une série de produits symboliquement ou concrètement tout aussi importants. Je pense au prix du pain, je pense au prix de la farine, je pense peut-être demain, parce qu'on risque très vite d'avoir des tensions sur le prix des huiles alimentaires. On ne va pas comme ça multiplier les dispositifs, un cliquet par-ci, un chèque par-là, un prix subsidié par-là. Enfin, je veux dire, on ne va pas faire des primes pour le pain, des chèques wheel, des cliquets. Enfin, à un moment donné, est-ce qu'il n'est pas temps de se dire que c'est sur les revenus qu'il faut travailler, plutôt que de travailler sur une multiplicité de dispositifs différents les uns des autres, qui agissent sur les prix, certes, mais différents les uns et des autres, et dont finalement on ne mesure pas bien l'impact final sur la situation des ménages. Et donc, en ce qui me concerne, je sais bien qu'il faut là aussi faire un arbitrage entre le court terme et un tarif social étendu à la classe moyenne inférieure. C'est clair, c'est net, on peut y arriver rapidement. Mais à un moment donné, quand on voit ce qui nous attend, je pense qu'il faut travailler sur les revenus et donc avec des aides en revenus, sur les revenus, plutôt que des politiques qui agissent sur les prix énergétiques et ou alimentaires. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, merci Philippe. Nickel niveau timing. Et merci pour toutes ces pistes de réflexion. Ce que je vous propose, c'est d'écouter maintenant Aïda. Donc Aurélie va vous partager Oui. son intervention qui a été, comme je vous le disais, enregistrée la semaine dernière. Mais bonjour tout le monde. Du coup, je m'appelle Aïda Abada, je travaille pour le service Énergie Info à l'ONI. Je suis désolée du coup de ne pas pouvoir être présente à la formation. Malheureusement, ce n'était pas possible, mais donc on a enregistré une petite séquence vidéo. Et donc, le service Énergie Info à l'ONI, mais si j'ai le temps, je vous montrerai un petit peu à quoi ressemble notre site internet. Mais donc, on est un service de soutien pour les travailleurs sociaux et pour les citoyens en matière d'énergie. Donc, on propose notamment du coup un site internet avec beaucoup d'informations. On fait aussi des formations et alors on a aussi une permanence téléphonique et une permanence par mail. Voilà, mais si j'ai le temps, je vous donnerai toutes les infos et sinon, ce sera sans doute un petit mail récapitulatif ou quelque chose comme ça. Alors du coup, on est ici aujourd'hui pour parler de la hausse des prix, donc. Et alors, première petite chose, on m'avait demandé en fait de regarder pour des indicateurs sur les défauts de paiement, les placements de compteurs à budget, des choses comme ça. Alors, ce qui est un petit peu compliqué au niveau des indicateurs, c'est que, premièrement, j'ai eu du mal à trouver des informations qui n'allaient pas dans tous les sens. Et en fait, c'est très difficile aussi, par contre, de différencier les effets de la hausse des prix, des effets aussi du Covid, et alors des effets aussi qu'il y a eu dans certaines communes quand même, des inondations.
Donc voilà, c'est pas toujours facile de démêler tout ça. Au 15 décembre 2021, la FEBEC, donc la Fédération des fournisseurs d'énergie, ne constatait pas spécialement une hausse des défauts de paiement, mais donc les chiffres sont arrêtés au 15 décembre 2021. Donc évidemment, la situation sans doute un peu évolué depuis. Et comme je disais, c'est aussi pas forcément facile de voir qu'est-ce qui est dû à la hausse des prix, notamment aussi parce qu'il y a quand même encore une série de ménages qui sont dans un contrat fixe et qui donc potentiellement ne sont pas encore touchés par la hausse des prix. Alors, mais du coup, moi, ce que j'avais déjà une petite chose que je voulais peut-être repréciser, c'est en fait, quand on paye sa facture d'énergie, qu'est-ce qu'on paye dedans? Alors, quand on paye sa facture, du coup, il y a 4 postes, disons. Le prix de l'énergie en lui-même, donc vraiment, là, c'est vraiment l'électricité et le gaz. Ça va au fournisseur. Et en fait, c'est la seule partie qui varie en fonction du contrat. Le reste, c'est des coûts de distribution et de transport. Donc ça, c'est vraiment les coûts de réseau pour amener l'électricité et le gaz du producteur jusqu'au consommateur. Et alors, les 2 autres postes qu'on pourrait peut-être mettre un peu ensemble, c'est du coup tout ce qui est surcharge, donc qui vont soit au fédéral pour financer notamment le tarif social, pour financer le fonctionnement des régulateurs, des choses comme ça. Et alors, il y a aussi des surcharges régionales, même chose pour financer le régulateur au niveau régional, et alors une série de choses comme les redevances de raccordement, tout ce qui est URE, donc utilisation rationnelle de l'énergie. Et donc tout ça, c'est reversé au pouvoir public par le fournisseur. Et alors, il y a la TVA. Et du coup, pour vous donner une petite idée, donc la CREG, qui est la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, qui est en fait le régulateur du marché de l'énergie au niveau fédéral, fait des petits camemberts avec la part de chacun de ces postes. Et donc, je vous ai mis ici, donc ici on est sur l'électricité en Wallonie, juste pour que vous voyez un peu la différence. Donc ça, c'est celui d'octobre 2021, où la part de l'énergie est de 39%. Et si on regarde ici maintenant en février 2021, alors, je change, on est à 50% pour la part de l'énergie en elle-même. Et alors, si je reprends, parce que j'ai été rechercher dans un vieux PowerPoint du coup, en octobre 2019, là on était à 22,58%. Donc voilà, la part de l'énergie en elle-même a donc vraiment augmenté dans la facture. Donc ça, c'est pour l'électricité. Et alors, pour le gaz, ici, donc, on est à octobre 2021 de nouveau, donc 62%. Donc, pour le gaz, la part de l'énergie en elle-même est plus importante. Et alors, si je regarde en février, c'est un petit peu encore augmenté, on est à 67%. Et alors, j'avais aussi été rechercher, voilà, en octobre 2019, donc il y a 2 ans, plus de 2 ans. Et là, on était à 35,79%. Donc, il y a quand même vraiment une grosse différence, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour faire un petit rappel de qu'est-ce qu'on paye en fait dans la facture d'énergie. Et alors, les coûts de distribution, de réseau, les taxes, etc., tout ça, c'est fixe. C'est indexé potentiellement, mais ce n'est pas... voilà, quand on change de fournisseur, peu importe quel fournisseur on a toujours ces mêmes frais de réseau. Voilà, mais donc ça, c'était pour refaire ce petit rappel-là. Et donc, je parlais tantôt justement de qu'est-ce que c'est... Enfin, je disais tantôt, il y a une partie des ménages qui sont encore dans un contrat à prix fixe. Et du coup, juste pour être sûr que tout le monde voit bien de quoi on parle, je vais aller prendre... Donc, un prix fixe, mais ça, souvent, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un prix qui reste le même pendant toute la durée du contrat. Et un prix variable, du coup, juste pour vous montrer, pour que vous ayez une petite idée. Et donc, je vais vous montrer sur le site d'Engie. Attendez, là, je suis sur le fixe, pardon. Je vais prendre le variable.
à quoi ça correspond en fait un prix variable. Alors c'est pas toujours facile à trouver, mais vous avez, donc ici on est sur une fiche tarifaire d'Engie Electrabel. Et donc la formule de prix, elle est... Ah, attendez, je me trompe. Attends, j'avais été regarder hier. Ah voilà, ici, pardon, c'est plus clair sur celle-ci. Donc ici, vous avez, donc voilà, ça ressemble à ça en fait, une formule de prix variable. Et donc ce qu'on vous garantit en fait, enfin ce que garantit le fournisseur dans une formule de prix variable, c'est que ces chiffres-là restent les mêmes et vous avez alors un paramètre qui change, qui varie en fait en fonction des prix sur le marché de gros. Et le fournisseur vous garantit qu'il va toujours utiliser ce paramètre-là, qu'il ne va pas changer de paramètre. Bon, voilà. Mais donc, ce qui veut dire que dans ces cas-là, on a un prix qui varie, soit mensuellement, soit trimestriellement. Et ce qui fait que quand on a un prix variable, ben forcément, quand les prix évoluent, quand les prix augmentent, et ben, le prix qu'on paye augmente aussi. Donc voilà, ça c'était juste pour être sûr que tout le monde voit bien de quoi on parle. Alors, du coup, on me demandait de parler un peu de quand et comment changer de fournisseur. Alors, pour la question du quand changer de fournisseur, bon, il y a un peu la règle générale qui est qu'on peut changer de fournisseur à tout moment. Donc, même si on a un contrat à prix fixe, même si on a un contrat de 3 ans, on n'est pas bloqué pendant 3 ans chez son fournisseur, on peut changer à tout moment. Et on peut changer sans frais de rupture. Alors, il y a quand même un préavis d'1 mois pour que le changement se fasse. Et alors, juste sur cette petite question de pas de frais de rupture, il faut quand même être attentif dans le sens où il y a des fournisseurs qui facturent ce qu'on appelle la redevance fixe par année entamée. Alors, la redevance fixe, qu'est-ce que c'est? C'est des coûts de réseau, des coûts d'abonnement. Donc voilà, c'est en plus de l'énergie, on paye des frais pour son abonnement. Et alors, il y a des fournisseurs qui facturent ces frais d'abonnement, donc cette redevance fixe, en fonction du temps qu'on a effectivement passé chez eux. Donc, par exemple, si j'ai un contrat d'1 an et une redevance fixe de 60 € et que je suis partie au bout de 6 mois, ils vont ne facturer que 30 €, donc la moitié. Mais il y a des fournisseurs qui, par contre, vont facturer la redevance fixe entière par année entamée. Et donc, ça veut dire que si je change de contrat, je ne sais pas moi, au bout de 2 mois peut-être, on va me facturer l'entièreté de ces frais d'abonnement. Et donc, c'est quelque chose quand même à avoir en tête quand on regarde pour changer de fournisseur, c'est de se dire, OK, à quel moment, est-ce que déjà j'ai un fournisseur qui facture l'entièreté de la redevance fixe par année entamée et où on en est et tenir compte de cette redevance fixe parce que bon, il y a des contrats où la redevance fixe, c'est 75 €. Si j'ai l'électricité et le gaz, ça fait déjà 150 €. Si je change au bout d'1 mois, voilà, ça va faire quand même une différence à prendre en compte. Voilà, petite attention. Voilà. Et la deuxième petite attention, juste par contre, ça c'est spécifique, c'est pour les ménages qui ont des panneaux photovoltaïques. On conseille de toujours changer au moment de la facture de régularisation. Parce que sinon on coupe l'année en deux et alors on perd la compensation des panneaux photovoltaïques. Mais bon, c'est encore une question un peu à part, mais donc voilà, petit point d'attention aussi. Mais donc, en dehors de ça, on peut changer quand on veut. Donc ici, pour l'instant, changer, il faut vraiment voir si c'est intéressant, parce que vu la hausse des prix, c'est pas nécessairement intéressant de changer de fournisseur. Mais surtout si, voilà, il y a des ménages qui ont encore un contrat à prix fixe qu'ils ont conclu avant la hausse des prix, parfois pour encore quelques mois, voire parfois des contrats de 3 ans. Donc voilà, vraiment, ça vaut le coup dans ces cas-là de bien rester dans son contrat. Mais il y a aussi toute une série de ménages du coup qui arrivent à la fin de son contrat. Et donc, voilà, il y a cette question de est-ce que c'est le moment de changer de fournisseur? Et aussi cette question de on arrive potentiellement à la fin du contrat et qu'est-ce qu'on fait alors? Mais donc, voilà, il y a ces deux choses-là.
J'espère que je suis claire. C'est plus facile de voir si on est clair quand il y a des participants, enfin quand il y a beaucoup de participants parce qu'ils posent plein de questions. Alors, du coup, je vais vous montrer deux outils de comparaison. Non, un vrai outil de comparaison et puis un outil qui est quand même intéressant pour voir si le contrat qu'on a actuellement est un contrat intéressant ou non. Alors, le premier, ça s'appelle le CREG-Scan. Donc, le CREG-Scan, c'est vraiment un outil qui permet de se demander est-ce que mon contrat actuellement, il est intéressant par rapport à ce qu'il y a sur le marché? Alors, juste... Voilà. Donc voilà, je vais le présenter rapidement parce qu'on est quand même dans un contexte où il y a une grosse hausse des prix. Mais donc, c'est vraiment se dire, est-ce que maintenant, c'est un moment pour moi de changer de fournisseur? Alors, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que c'est un outil où il faut vraiment savoir ce qu'on a comme contrat. Bon, et c'est vrai qu'on ne sait pas toujours nécessairement ce qu'on a comme contrat, mais c'est quand même vraiment important avant de changer, de savoir en fait d'où on part pour être sûr de ne pas changer vers quelque chose de moins intéressant. Donc, par exemple, je vais mettre électricité, résidentiel, on est en Wallonie, un fournisseur d'énergie, je sais je ne sais pas s'ils sont en Wallonie, je mettrai Eneco. Je choisis un produit, je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre. Je vais mettre, allez, celui-ci. Et on va dire que je l'ai conclu, je sais pas, en juillet 2021. Allez, voilà, je fais un peu au hasard. Et donc, ce contrat-là, et donc cet outil-là, en fait, ça vous montre du coup votre contrat ici. Et vous pouvez voir du coup s'il y a potentiellement un contrat. Ça montre où est-ce qu'il se situe en fait par rapport au contrat sur le marché. Donc vous avez ici le contrat le moins cher sur le marché, le plus cher et l'endroit où vous en êtes vous. Alors il faut juste faire un petit peu attention parce que c'est vraiment les 863 €, là ça ne reprend que la composante énergétique. Et alors c'est pour une consommation moyenne, donc ça ne veut pas dire que vous payez effectivement 863 € par an. Et donc voilà. Et alors, il vous propose un aperçu des produits d'énergie les moins chers, mais attention que là, on est vraiment dans un truc très général et donc, il faut vraiment faire une comparaison pour soi avec sa consommation. Et ça, je vais vous montrer tout de suite comment le faire. Mais donc, et donc voilà, c'est un petit outil pour faire le point. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse une comparaison ou pas, ou il vaut mieux que je reste dans mon contrat actuel? Parce que du coup, il y a par exemple, si on prend certains contrats fixes qui ont été conclus typiquement au mois d'avril-mai 2020, quand les prix étaient bas, enfin quand les prix avaient baissé suite au Covid, là vraiment on voit bien qu'il vaut mieux rester dans le contrat qu'on a maintenant. Alors, le deuxième du coup outil que je voulais vous montrer, c'est le comparateur. Et donc là, il s'agit vraiment de comparer les contrats par rapport à sa consommation. Donc, nous, on utilise le comparateur de la COAP, donc c'est la Commission wallonne pour l'énergie, qui est le régulateur du marché de l'énergie au niveau wallon. Voilà, il existe aussi des comparateurs commerciaux qui normalement, donc pas tous, mais donc il y a la CREG a une vision sur, donc la CREG qui est le régulateur au niveau fédéral, par contre, a une vision sur ses régulateurs, sur ses comparateurs. Nous, on utilise vraiment généralement celui de la COAP. Voilà. Alors, du coup, on va faire une simulation. Je vais vous montrer un petit exemple pour le gaz et l'électricité. Donc, gaz et électricité, client résidentiel, je suis un prosumer. Je mets un code postal au hasard. Alors, on vous demande quel est votre fournisseur actuel. Ça, c'est parce qu'en fait, le comparateur tient compte en fait des promotions. Et donc, s'il y a des promotions nouveaux clients, il ne va pas vous les proposer si c'est votre contrat actuel. Mais donc, on va dire, je ne sais pas, je vais prendre au hasard. Alors, je connais ma consommation. On va dire que je connais ma consommation et que c'est, j'invente complètement, 2526 kWh. Et alors, bon, le
gaz, on va dire que je suis chez un autre fournisseur. Là, on va dire que je ne la connais pas. Comme ça, je vous montre un petit peu. Et donc, vous avez, quand on ne connaît pas sa consommation, on a des petites estimations. Donc, par exemple, petite famille utilisant le gaz pour l'eau chaude et la cuisine. Grande famille utilisant le gaz pour l'eau chaude et la cuisine. Petite famille utilisant le gaz pour l'eau chaude, la cuisine et le chauffage central. Enfin, voilà, on a des petites estimations. Donc, on va faire ça. Et donc, je continue. Et donc, là, vous avez du coup toute une série d'offres. Donc, d'abord les offres pour l'électricité. Et puis en dessous, les offres pour le gaz. Et donc, juste pour avoir une petite idée, donc ici, le plus bas, on est à 1 157 € par an. Et si je vais voir le plus haut, on est à 1 604 € par an. Donc, il y a quand même une différence notable. Alors, donc vous avez à chaque fois le nom du fournisseur, le nom du contrat, le type de contrat. Alors là, on voit qu'il y a beaucoup de variables avant d'arriver à un premier fixe. La durée du contrat, le pourcentage d'énergie verte. Alors, les conditions particulières. Alors, ça, c'est quand même un truc auquel il faut être attentif parce que dans les conditions, vous avez par exemple obligation de gérer ses factures en ligne. Bon, ça, c'est tout bête, mais nous, on a typiquement beaucoup de gens qui ont des factures en ligne, qui ont un contrat avec des factures en ligne et qui, en fait, ne maîtrisent pas l'informatique et donc, évidemment, se retrouvent dans des situations compliquées. Voilà, et ça, c'est souvent, par exemple, des démarchages où on ne comprend pas du tout qu'on a signé un contrat en ligne. Et donc voilà, ça peut être compliqué à gérer. Il y a aussi, par exemple, une obligation de domiciliation. Ça peut être ça, peut être... Je regarde un petit peu ce qu'il y a. Ah oui, il précise aussi, du coup, si la redevance fixe, donc c'est la redevance fixe, donc ce dont je parlais tout à l'heure, est facturée en entier ou au prorata du nombre de jours livrés. Donc voilà, je regarde. Voilà, ici par exemple, ici on a un contrat, redevance fixe facturée intégralement la première année, puis facturée au prorata du nombre de jours approvisionnés. Donc voilà, ça c'est des petites attentions, ça vaut le coup de regarder quand même ces petites conditions-là. Mais donc, et alors vous avez le prix annuel. Et alors si vous voulez faire une comparaison un peu plus poussée, vous pouvez en choisir 3. Donc je vais, enfin 3, oui. On peut aller jusque 3 pour comparer un peu plus, de façon un peu plus approfondie. Je vais prendre, bon allez, je vais prendre au hasard. Voilà, je vais prendre aussi un fixe. Bon, du coup, j'aurais pris 2 d'Engie, tant pis. Et voilà, je vais encore prendre ici un fixe. Voilà. Alors, je vais tout en dessous. Et je vais dans le détail de la sélection. Et là, vous avez une comparaison plus poussée entre les trois contrats qu'on a sélectionnés. Donc, vous avez à chaque fois, du coup, le fournisseur, le nom du contrat, le type de contrat. Alors, la formule de variabilité, s'il y en a une. Voilà. Le pourcentage d'énergie verte, la durée, la date limite jusqu'à laquelle on peut conclure ce contrat. Les conditions particulières. Et alors, vous avez ici, vous avez ensuite en dessous, en fait, vraiment par poste, la part de chaque poste, donc, puis le prix annuel total, puis le prix mensuel, donc une estimation de l'acompte que vous auriez. Et donc, tout ça, il fait vraiment en fonction de la consommation que vous avez encodée. Et alors ici, vous avez le prix au kilowattheure. Et donc ça, c'est vraiment ce qui permet de vraiment comparer les contrats entre eux. C'est comme un prix au kilo, quoi. Et c'est aussi ce que nous, on conseille d'utiliser pour comparer avec le contrat qu'on a maintenant. Et donc là, il faut faire un petit calcul en prenant sa facture d'électricité ou de gaz. Et bon, c'est pas toujours la chose la plus facile à faire. Enfin, comparer en fait les fournisseurs d'électricité et de gaz, c'est une chose assez compliquée. Mais donc là, il faut regarder un peu le prix qu'on paye au kilowattheure avec son contrat actuel. Et donc, normalement, le prix moyen... Donc ici, il faut faire attention que c'est un prix qui comprend tous les postes, donc aussi les frais de réseau et les taxes, etc. Donc, on ne peut pas le comparer directement avec une carte tarifaire, parce que sur la carte tarifaire, on ne voit que le prix
le prix qui est indiqué au kilowattheure, c'est le prix de l'énergie en elle-même, alors qu'ici, c'est un prix qui comprend tout. Et donc, c'est pour ça que nous, on conseille d'aller voir sur la facture de régularisation, de regarder en fait combien on a consommé, combien on a payé en tout, et de faire le petit calcul avec ça pour voir combien on paye au kilowattheure et pour comparer. Voilà, voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Et donc, juste, oui, et peut-être petite dernière chose, les fiches tarifaires des fournisseurs sont actualisées tous les mois. Et donc, il faut le temps aussi que le comparateur soit mis à jour. Et donc, pour ça, il faut souvent le faire. Il ne faut pas le faire tout de suite, du coup, dès le début du mois. Il faut attendre. Nous, on conseille généralement d'attendre le 10 du mois. Mais donc, ici, vous voyez la mise à jour, elle date du 8 février. Donc, voilà. Ça, c'est une petite chose à laquelle il faut être attentif. Parce que du coup, si vous faites la comparaison le 3 du mois, vous risquez d'avoir une comparaison qui était valable pour le mois passé, mais pas pour le mois actuel. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour comparer. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut être attentif. Ce à quoi il faut être attentif aussi beaucoup en ce moment, c'est du coup au renouvellement du contrat. En fait, quand un contrat arrive à la fin, soit il est prolongé aux mêmes conditions, soit si le fournisseur veut changer quelque chose au contrat, donc le prix par exemple, alors c'est un renouvellement de contrat. Donc c'est-à-dire que c'est un nouveau contrat qu'on va avoir. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que 2 mois avant l'échéance du contrat, si c'est un contrat donc à durée déterminée, le fournisseur, il doit me prévenir que du coup mon contrat arrive à échéance. Il doit me donner en fait la liste des contrats qu'il propose actuellement. Et alors, il doit aussi me donner le lien vers un comparateur, normalement. Et alors, il doit aussi, pardon, je m'embrouille toujours un petit peu quand j'explique ça. Donc, il va vous transmettre une nouvelle proposition de contrat. Alors, cette nouvelle proposition de contrat, vous avez 3 possibilités. Soit vous l'acceptez, et alors il faut confirmer explicitement en fait son accord, donc il doit vraiment y avoir une réaction. Soit vous refusez, à ce moment-là, vous changez de fournisseur, soit vous ne réagissez pas. Et alors, si je ne réagis pas, le fournisseur, il est obligé de m'attribuer le produit équivalent au produit que j'ai maintenant, le moins cher, qu'il a sur le marché à ce moment-là. Et donc voilà, ça c'est quelque chose auquel il faut être attentif parce que si je n'ai pas réagi, le fournisseur ne peut pas me mettre le contrat qu'il m'avait proposé. Il doit me mettre le contrat équivalent à celui que j'avais au prix le moins cher. Sauf si il me proposait le même, mais donc ça c'est autre chose. Voilà. Et donc un contrat équivalent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un contrat, par exemple, si c'était un contrat exclusivement en ligne, ça doit rester un contrat exclusivement en ligne. Si c'est un contrat d'énergie verte, ça doit rester un contrat d'énergie verte. Ça doit rester un prix fixe ou un prix variable en fonction de ce que j'avais. Voilà. Et alors, la durée du contrat doit être la même. Donc, voilà, ça, c'est un contrat équivalent. Et alors, quand le contrat est à durée indéterminée, en fait, c'est un peu le même mécanisme. Seulement, du coup, là, comme il n'y a pas une date bien claire à quand le contrat se termine, c'est juste que 2 mois avant, le moment où le fournisseur veut changer le contrat, il doit le prévenir. Du coup, de la même façon, lui donner la liste des contrats qu'il a, lui proposer le nouveau contrat, et si ça ne va pas, si je ne réagis pas, mettre le contrat équivalent le moins cher. Du coup, une petite chose dont je voulais quand même juste parler, mais du coup, j'imagine que la Fédération des CEPS en parlera aussi, c'est le statut de client protégé conjoncturel. Voilà, juste rapidement, parce qu'il a été... Donc, je ne sais pas si... C'est un statut qui a été créé. Donc, en fait, on a rajouté des catégories de clients protégés en Wallonie. D'abord, c'était suite à la crise du Covid, mais ça a été prolongé, notamment avec la hausse des prix. Et donc, ici, ça a été prolongé de nouveau jusqu'au
31 août 2022. Et donc ça, c'est vraiment un statut, on peut le demander quand on a des difficultés à payer ses factures. Alors, il y a 2 possibilités, soit on a des difficultés à payer ses factures, et à ce moment-là, il faut une attestation, soit du CPS, soit d'un service social agréé qui dit qu'on a des difficultés. Soit, il y a aussi une autre possibilité, c'est certaines catégories de personnes, bon désolée j'accélère du coup un peu, par exemple les personnes qui sont au chômage, ici ce qui a été ajouté c'est des personnes qui ont qui ont été victimes des inondations, et là alors il faut un accusé de réception du fonds des calamités ou une attestation de l'assurance, mais donc et qui sont aussi en défaut de paiement et qui peuvent demander ce statut. Et alors, c'est un statut qui permet d'avoir le tarif social pendant 1 an et de stopper une procédure de placement de compteur à budget s'il y en a une et de négocier un plan de paiement raisonnable. Donc voilà, c'est juste pour dire que ça existe et que du coup, il ne faut pas hésiter à le demander. Voilà. Et alors, juste du coup, pour juste rapidement présenter un tout petit peu notre site, parce qu'on a du coup toute une série d'informations dessus. Je vais prendre, donc ça c'était justement la petite actualité qu'on a publiée sur le fait que le statut client protégé conjoncturel a été prolongé. Mais donc, ça ressemble à ça, notre site. Vous avez plusieurs catégories. Et alors, hop, vous avez à chaque fois la question, la réponse, les références légales quand il y en a, des documents utiles. Bon, voilà, ici, je n'ai pas pris la bonne fiche pour montrer l'exemple, mais donc voilà. Et donc, on a aussi une permanence téléphonique. Alors, le 7 mars, elle sera fermée, mais elle rouvre le 14 mars. Comme je disais tout à l'heure à Aurélie Jourdain, si vous avez des questions, je peux prendre des questions par mail par la suite. Ce sera avec plaisir. Voilà. Merci pour votre attention. Ben, merci Aïda, de loin. Sabine, maintenant, c'est à toi de jouer. Est-ce que C'est c'est parfait, OK pour on vous? voit, c'est bon. Ouais, et vous m'entendez? Mm. Parfait, voilà. Merci Sabine, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Voilà, donc Sabine Warnerus, je travaille pour la Fédération des CPS Wallons. On m'a demandé aujourd'hui de vous parler de l'accès à l'énergie en temps de Covid, d'inondation, de crise énergétique. Et donc, c'est ce que je vais faire. Voilà. Alors, la Fédération des CPS Wallons fédère les 262 CPS de Wallonie. Alors, comment faisons-nous pour être en contact avec ces CPS, pouvoir prendre le pouls du terrain, remettre des avis en cohérence avec ce qu'ils vivent? Eh bien, nous travaillons pour une série de matières en commission. Et donc, j'ai moi-même la chance d'animer une commission énergie. Je salue au passage Hélène Leleu qui en fait partie et je sais qu'elle est parmi nous aujourd'hui. Donc la commission énergie rassemble une quinzaine de CPS qui sont représentatifs du paysage wallon en termes de CPS au niveau de la taille des communes et au niveau des provinces, puisque les réalités sont effectivement très différentes d'un CPS à un autre. Bien entendu, au-delà du travail en commission énergie, nous avons un comité directeur qui lui aussi est représentatif et qui peut aussi nous apporter plein d'éléments sur les besoins, notamment du terrain, mais aussi émettre des avis que nous remettons puisque nous sommes un organe consultatif. Alors, j'ai aussi accès au terrain grâce à des groupes de travail qui peuvent se constituer en fonction des thématiques. Et nous animons aussi une plateforme des tuteurs énergie et eau qui se réunit tous les 2 mois. Alors, que font les CPS? Eh bien, c'est très simple. Ils sont l'interlocuteur local de première ligne pour toutes les personnes en difficulté. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de connaître le travail des CPS via les rapports administratifs qu'ils doivent compléter, hein, ils en ont beaucoup. La charge administrative est énorme, mais au-delà de ces rapports administratifs, il y a toute une série de tâches que font les CPS autour de l'énergie et de l'eau aussi,
mais sans qu'on en ait une visibilité. Donc ça, c'est vrai que ça faisait des années que ça nous posait problème. Et donc, grâce à la collaboration de deux de mes collègues, Manon Van Moer et Marie Castaigne, on a décidé en 2018, grâce aussi au concours de la Commission Énergie qui a participé activement à la création du questionnaire, nous avons réalisé une radioscopie énergie. Donc, on a demandé, c'était fastidieux, à l'ensemble des CPS wallons de réaliser une collecte de données sur tout ce qu'ils font en matière d'accès à l'énergie. Alors, c'est sûr que ça n'a pas été simple. 122 CPS ont participé à ce travail colossal. Donc, en plus du travail de la charge administrative, des suivis qu'ils font, il s'agissait de noter soit sur un petit bout de papier sur son bureau, chaque fois qu'on passe un coup de fil, chaque fois qu'on a un entretien, même parfois entre deux portes, ou voilà, toute une série d'actions qui sont finalement pas du tout, comment dire, excusez-moi, voilà, j'ai une collègue qui sort de mon bureau. Voilà. Toutes des actions qui ne sont pas calculées d'habitude, et donc on avait vraiment envie de mettre ça en valeur. Mais donc voilà, les CPS ont dû faire cette collecte et je les remercie encore. Grâce à ma collègue Marie Castaigne, on a pu extrapoler les résultats de ces 122 CPS à l'ensemble des CPS wallons, grâce à une méthode d'imputation aléatoire. Quels ont été les résultats de cette radioscopie? Eh bien, donc, on voit qu'en 2019, les CPS wallons ont réalisé près de 385 000 actions de lutte contre la précarité énergétique et hydrique auprès des ménages wallons. Alors, c'est par exemple 91 000 prises de contact avec des fournisseurs, des gestionnaires de réseau ou des distributeurs d'eau. Hein, on l'a vu, le travail sur les contrats, l'analyse des contrats et puis tout ce qui peut être potentiellement conflictuel nécessite un suivi, et donc c'est vraiment le travail des CPS aussi. On compte presque 15 000 visites à domicile sur une année, 17 000 demandes d'intervention sur le fonds gaz-électricité. Je ne vais pas tout vous lire, hein, mais peut-être les essentiels. 53 000 personnes qui ont reçu des informations spécifiques. 2 700 propriétaires contactés et avec qui le CPS a essayé de mettre en place un dialogue, puisque ben voilà, la majorité du public qui se rend au CPS est un public locataire, et donc tout ce qui concerne l'amélioration du bâti nécessite vraiment un travail avec le propriétaire. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter ces chiffres parce que je pense qu'ils montrent combien l'intervention du CPS est large, elle est sur toute la dimension de l'accès à l'énergie et pas juste activer des fonds ou faire des interventions financières sur les factures. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des dispositifs, mais je vous montre rapidement les dispositifs auxquels les CPS peuvent faire appel en temps ordinaire, c'est-à-dire hors Covid, hors crise multiple. Donc, avant qu'on ait toutes ces crises, les CPS avaient une série de dispositifs fédéraux et régionaux pour venir en aide au public en situation de précarité. Au niveau fédéral, on a le fonds gaz-électricité. Philippe en a parlé tout à l'heure. C'est un fonds qui est vraiment essentiel pour les CPS. Pourquoi? Parce qu'il finance à la fois des frais de personnel, mais aussi des frais permettant l'intervention sur facture ou un travail préventif auprès du ménage. Donc, c'est vraiment un fonds pour lequel, avec mes collègues flamands et bruxellois, on travaille beaucoup pour vraiment le solidifier, l'élargir, parce qu'il est vraiment une base très utile pour les CPS. Il y a aussi le Fonds social chauffage qui permet des interventions, alors malheureusement très à la marge, mais sur les consommations de mazout. On a le statut de client protégé et donc le tarif social fédéral. Donc voilà, ça c'est l'essentiel de ce qui existe au niveau fédéral en temps normal. Au niveau régional, les CPS, on en parlera après, organisent des commissions locales pour l'énergie, donc à la demande du gouvernement régional. Il existe aussi un statut de client protégé régional, donc il y a des catégories régionales qui s'ajoutent aux catégories fédérales déjà existantes, et donc ces nouvelles catégories ont elles aussi droit au tarif social, notamment. On a le Fonds social de l'eau et la prime MEBAR, donc qui permet d'avoir une intervention. Alors malheureusement, ça cible des niveaux de revenus extrêmement bas,
la mesure va évoluer dans les semaines qui viennent et on s'en réjouit, mais jusqu'alors, ça ciblait les ménages qui avaient un revenu équivalent au revenu d'intégration plus 20%. On a obtenu de monter normalement à plus 30%, donc voilà, ça reste encore des revenus très très bas, mais voilà, les choses évoluent heureusement dans le bon sens. Alors, au niveau régional toujours, mais sur appel à candidature, nous avons les PAP, les plans d'action préventifs en matière d'énergie. Donc ça, c'est si le CPS a répondu à l'appel à candidature, il peut avoir des montants pour faire des petites interventions à la marge au domicile des ménages. Et alors, le dispositif d'aide tuteur énergie et eau. Alors ici, tout récemment, on a obtenu 25 équivalents temps plein complémentaires, mais c'est vrai que ça faisait des années que le dispositif stagnait avec 61 CPS qui étaient bénéficiaires. Donc voilà, c'est une demande qu'on formule depuis longtemps, c'est de pouvoir étendre la mesure à l'ensemble des CPS pour que chaque citoyen wallon puisse avoir un tuteur énergie et eau dans sa commune. On avance, mais c'est lent. Mais donc voilà, ici, malheureusement, il y a souvent beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais donc, c'est une mesure qui est très importante. J'y reviendrai juste après. Alors, le statut de client protégé, je pense que ça, c'est vraiment un point essentiel pour vous qui êtes a priori médiateur de dette notamment. C'est un statut qui permet de bénéficier du tarif social. Et donc, je pense que Philippe l'a souligné tout à l'heure, c'est vraiment essentiel de permettre au public concerné de bénéficier de ce droit. C'est un tarif qui est défini tous les 3 mois par la CREG et qui est d'office inférieur au prix pratiqué par les fournisseurs commerciaux. Maintenant, effectivement, c'est quand même un prix qui évolue, qui suit l'évolution du marché. Donc, comme le disait Philippe tout à l'heure, le tarif va évoluer et pour le moment dans le sens d'une augmentation, mais il reste quand même inférieur au prix pratiqué par les fournisseurs commerciaux. Alors, quand on est client protégé régional, on bénéficie de ce tarif social uniquement si on est alimenté par son gestionnaire de réseau. Et pour ceux qui sont sous compteur à budget, ils peuvent bénéficier de protections complémentaires que sont l'aide hivernale, la fourniture minimale garantie en électricité notamment. Alors, je vous mets un petit tableau récapitulatif. Donc, vous avez à gauche les catégories fédérales avec une extension donc depuis, je pense, comme l'a dit Philippe, depuis février. Je ne me souviens plus de la date parce que ça a été reprolongé ici au 31 décembre 2021. Mais donc, c'est une demande qu'on formulait depuis longtemps d'élargir l'accès au tarif social en fonction du niveau de revenu. Et on avait proposé à l'époque de cibler le niveau revenu BIM. Bon, alors c'est sûr, ça reste encore très très bas comme niveau de revenu, mais c'était déjà une belle évolution. Et donc, dans le cadre de la crise Covid et puis des crises qui se suivent, maintenant, on a cette prolongation de l'accès au tarif social fédéral pour les bénéficiaires de l'intervention majorée. Ce droit existe jusqu'au 31 mars de cette année, mais d'après ce que j'ai entendu, mais je n'ai pas les textes, donc moi je ne crois que ce que je vois, ça devrait être prolongé jusqu'au mois de juin. À suivre. Au niveau régional, il y a 3 catégories à titre habituel, je vais dire. Donc, les ménages qui sont en guidance éducative de nature financière avec leur CPS peuvent bénéficier de ce statut de client protégé. Mais il y a aussi les personnes qui sont en médiation de dette ou en règlement collectif de dette. Et donc là, j'insiste vraiment. Parce que je sais que les CPS ont parfois beaucoup de mal à obtenir ces attestations que vous, en tant que médiateur de dette, pouvez rédiger, signer, envoyer. Et donc voilà, je fais vraiment un appel à toutes les personnes qui sont là pour demander d'être très vigilants parce que par les temps actuels, mais même en temps normal, c'est un droit. Et donc, voilà, il suffit, entre guillemets, de compléter l'attestation ad hoc et de la renvoyer au CPS si c'est le CPS qui gère le dossier. Au niveau de l'élargissement suite aux crises, donc comme le disait Énergie Info Wallonie, on a une protection régionale conjoncturelle qui est aussi un dispositif qu'on a soutenu longtemps et qu'on s'est réjoui de voir arriver. Alors, c'est une protection, je ne vais pas répéter les critères, mais donc
il y a globalement deux catégories. Il y a ceux qui ont une attestation, notamment d'un CPS ou d'un service social, et ceux qui sont en défaut de paiement et qui répondent à une série de critères. Voilà. Et donc ça, c'est des personnes qui peuvent bénéficier de cette PRC qui est activable jusqu'au 31 août de cette année et donc valable 1 an. Faire une petite précision, je vois un petit coup. Pour les locataires, hein, donc vous voyez, il y a une catégorie au niveau des catégories fédérales, le cas du locataire social avec chaudière collective. Eh bien, à partir du 1er janvier 2020, ça concerne aussi les logements des CPS, pour autant qu'ils aient vocation sociale, les logements du Fonds du logement des familles nombreuses et des agences immobilières sociales, sous une série de conditions. Mais donc voilà, c'était bien d'avoir ça à l'esprit malgré tout. Alors, je vous disais tout à l'heure, les commissions locales pour l'énergie. Donc ça, ce sont des commissions qui sont instituées dans chaque commune, dans chaque CPS en fait. Donc, qui compose cette clé? On a un représentant du Conseil de l'action sociale, un représentant du fournisseur social, donc qui est le gestionnaire de réseau, un représentant qui assure la guidance sociale énergétique au sein du CPS et évidemment le client. C'est une mesure qui est vraiment essentielle pour les personnes concernées. Pourquoi? D'abord parce que ça réunit les gens autour d'une table. Alors ici, avec le confinement, etc., il y a beaucoup de choses qui sont faites en visio, malheureusement, mais voilà, ça reste vraiment un dispositif intéressant parce que ça permet d'informer la personne sur sa situation, enfin, sur la situation dans laquelle elle se trouve, les aides auxquelles elle pourrait faire appel, faire le point sur sa situation et éventuellement parfois renvoyer vers le service social du CPS pour pouvoir au surplus amener d'autres aides. Alors que fait cette commission locale pour l'énergie? Elle peut statuer sur la situation des personnes pour le maintien ou non de la fourniture minimale garantie en électricité. Donc quand la personne est sous compteur à budget et qu'elle ne parvient plus à charger son compteur à budget, elle peut basculer. Alors, c'était avant automatique. Maintenant, ça ne l'est plus. Il faut que le CPS demande cette FMG. Je sais qu'avec les évolutions législatives qui vont avoir lieu à partir du mois de septembre, avec l'introduction notamment du juge de paix dans la procédure en défaut de paiement, cette FMG sera de nouveau effective d'office. Hein. Mais donc, ça permet à la personne, même si elle ne charge plus son compteur à budget, de pouvoir encore bénéficier d'énergie qu'elle devra payer. Donc, je veux dire, à partir de ce moment-là, elle s'endette. Et donc, une fois que le gestionnaire de réseau voit qu'à partir de 3 mois, il n'y a plus de chargement supérieur à 10 €, le gestionnaire de réseau informe le CPS pour lui dire « Attention, la personne est en train d'utiliser sa FMG, peut-être sans le savoir, ou en tout cas, il y a un endettement potentiel qui s'installe. » Et donc là, la clé s'organise et invite le client à venir en discuter avec le gestionnaire de réseau et le CPS. Le CPS peut aussi octroyer une aide hivernale en gaz. Donc là, c'est quand la personne, en pleine période hivernale, ne sait plus charger son compteur à budget. C'est une mesure qui est vraiment essentielle parce que ça permet à la personne de continuer à charger, mais elle ne payera plus que 30% de sa consommation, pour autant que la clé est décidée favorablement, les 70% étant pris à charge du Fonds énergie régional. La clé peut statuer aussi sur la perte du statut de client protégé. Et là, c'est un peu une tractation administrative qui se fait en général en amont de la clé et qui permet d'éviter l'organisation de cette clé. Et donc là, de nouveau, je réinsiste sur les attestations, notamment les attestations médiation de dette, règlement collectif de dette. Mais donc, effectivement, à un moment donné, si la personne perd son statut de client protégé, elle est invitée à re-signer un contrat avec un fournisseur commercial ou à représenter une attestation qui prouve son statut de client protégé. Et donc, si la personne ne le fait pas, elle peut risquer des problèmes, dont la coupure. Et donc, à ce moment-là, la clé peut intervenir. Donc, souvent, le CPS fait un travail en amont, règle le problème avec la personne et la clé perte de statut ne s'organise pas. Ce n'est pas pour autant que le CPS n'a pas travaillé sur le problème, mais en tout cas, c'est réglé, la clé n'est plus indispensable. La clé peut évidemment se réunir aussi pour le cas où une personne contesterait la décision de la clé, elle a le droit d'être réentendue. Alors, les tuteurs énergie et eau.
C'est un dispositif qui existe depuis 2008, qui était au départ porté par les ministres de l'Action sociale, de l'énergie, de l'emploi, et ici depuis 2021, puisqu'on a obtenu des postes complémentaires, par la compétence aussi de l'environnement. Alors, à quoi sert un tuteur énergie et que fait-il? Comment s'insère-t-il dans le CPS? Eh bien, c'est l'agent technique, c'est le bras technique du service social. Donc, le tuteur est intégré au service social et c'est lui qui assure notamment le suivi à domicile des ménages en précarité hydrique et énergétique. Alors, à ce jour, on a 5, alors à titre je vais dire structurel, on a 54 ETP qui sont répartis dans 61 CPS sur 262. Donc, il y a quand même encore une grande marge de progression pour couvrir tout le territoire. Et ici, dans le cadre de la crise des inondations, le ministre Henry et la ministre Tellier se sont joints pour financer 25 ETP complémentaires, mais ce pour 18 mois. Donc voilà, ça c'est du temporaire. Il n'empêche qu'on rajoute 30 CPS couverts par la mesure pour 18 mois, et donc ça nous fait 91 CPS qui seront couverts. Alors, que font les tuteurs énergie et eau? Eh bien, comme je le disais, ils s'occupent de tout le suivi à domicile. Donc, ils sont là pour informer le tout public, en ce compris le public relais, comme on dit, dans les CPS, que sont les aides familiales et toutes les autres personnes qui gravitent autour du domicile des ménages. Ils ont un grand travail à domicile d'identification des causes éventuelles de surconsommation, mais aussi identification des problèmes de privation, parce que voilà, on rencontre aujourd'hui beaucoup de situations de privation. Donc voilà, le tuteur peut travailler à cette identification, la mise en place de solutions structurelles avec voilà, la mise en œuvre de travaux, avec bien entendu, comme je le disais tantôt, un travail de négociation avec les propriétaires qui est essentiel. On les forme pour ça aussi, de manière à rétablir d'abord un dialogue et puis une relation win-win pour qu'on puisse faire évoluer le logement en lui-même. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit, c'est ça. Donc faire des gros travaux, voilà, sensibiliser. Voilà, c'est un travail vraiment qui porte ses fruits, qui est vraiment du côté préventif. Bien entendu, on ne s'improvise pas chez les gens à venir se mêler de comment les gens doivent organiser leur frigo. C'est quand même extrêmement intrusif comme travail. Donc, les tuteurs énergie et eau commencent souvent par un travail plus administratif, contact avec le fournisseur, avec éventuellement le médiateur, avec déposer une plainte ou alors simplement refaire un relevé d'index pour vérifier qu'on n'est pas sur des index estimés. Voilà, toutes ces choses-là qui permettent doucement de créer une relation de confiance entre la personne et le tuteur. Et donc, du coup, cette personne peut après lui ouvrir la porte de son domicile et de son intimité. Donc, voilà, c'est un travail qui ne s'improvise pas, c'est vraiment du moyen long terme. Voilà, mais partout où ça s'est installé avec succès, on remarque qu'il y a vraiment maintenant un bouche à oreille sur le travail des tuteurs énergie et eau. Voilà, alors que dire par rapport à la situation actuelle? Je dirais qu'il y a deux évolutions majeures. C'est l'évolution du public avec un élargissement de celui-ci. On le disait déjà bien avant le Covid, les personnes qui se trouvent en difficulté pour faire face à leurs factures d'énergie ne sont plus les personnes qui émargent aux revenus d'intégration. C'est bien plus large que ça. On a des personnes qui travaillent, des familles monoparentales, des étudiants, des personnes retraitées. Enfin voilà, le public est très, très, très large. Avec, alors ici, ça c'est ces derniers mois, les retours que j'ai des CPS, c'est une aggravation de la situation des personnes à leur domicile, avec une incapacité à pouvoir se chauffer ou la peur de ne pas savoir financer la facture de gaz qui arrivera après ou de comment remplir la cuve à mazout qui va coûter au minimum, en tout cas ça c'était les prix avant, je ne sais pas aujourd'hui, mais 1 500 €. Beaucoup de personnes qui finissent par utiliser des méthodes de chauffage alternatives au risque de leur santé et de leur sécurité malheureusement. Donc voilà, ça c'est un peu le constat sur le terrain. On est sur
3 crises en cours. Donc, vous allez le voir tout de suite, hein, il y a une multiplication des dispositifs d'aide. Hein, comme l'expliquait Philippe tout à l'heure, je ne peux que confirmer parce que c'est vraiment un constat du quotidien. Une complexité qui s'est ajoutée à la complexité. Il faut savoir que les dispositifs que je vous ai présentés tout à l'heure, on organise une formation de base administrative énergie pour nos membres chaque année. Le syllabus fait déjà 500 pages. Et donc ça, c'est la base pour un travailleur social en CPS avant de commencer à travailler en énergie et en eau. Je vais vous montrer après les dispositifs qui se sont ajoutés suite aux crises en cours. Il y a aussi la problématique du Covid et des injonctions fédérales qui suspendaient les visites à domicile, ou en tout cas qui les réservaient vraiment à des situations d'urgence sociale. Donc tout ce travail que font notamment les tuteurs ou d'autres agents énergie des CPS, hein, il y a quand même aussi des AS qui vont faire des visites à domicile. Elles en ont moins la possibilité, mais ça peut se faire. Mais tout ce travail a été suspendu pendant de longs mois. Et donc c'est des situations pas du tout prises en charge, des fuites d'eau, des index estimés, voilà. Donc après ça, voilà, on doit reprendre les choses en main après tous ces longs mois sans avoir pu garder le contact avec le public. Alors, on obtient maintenant enfin des ressources humaines pour prêter main forte aux agents sur le terrain, mais bien entendu, les ressources arrivent un peu maintenant, en plein rush en fait. Hein, donc, ce n'est pas si simple de recruter comme ça dans l'urgence. Voilà, ça reste des bonnes nouvelles, hein, on ne va pas se plaindre évidemment, mais voilà, ça met du temps à se mettre en place. Donc, ce qu'on observe à la fédération, c'est un épuisement généralisé de tous les agents énergie. Voilà, il y a malheureusement beaucoup de départs, des difficultés à recruter. Je pense qu'à travailler en CPS, c'est vraiment très, très difficile. Le télétravail n'a pas aidé. Hein. Les CPS vivent la fracture numérique de plein fouet. Il y avait beaucoup d'agents la première année du confinement qui travaillaient avec leur ordinateur personnel ou leur GSM parce qu'il n'y a pas le matériel et que c'était extrêmement compliqué. Et bien entendu, le télétravail a aussi eu un impact sur la cohésion d'équipe, un peu comme dans toutes les structures de travail. Mais voilà, dans un service social, je pense que c'est vraiment important de maintenir cette cohésion. Alors voilà, je vais en terminer avec un petit tableau synthétique des mesures énergie, eau, Covid, inondation, crise énergétique. Alors il faut savoir que ces mesures sont mouvantes, hein, donc c'est un tableau qui est d'ailleurs sur notre site internet, avec d'ailleurs un feuillet explicatif. C'est des mesures qui sont mouvantes, donc par exemple l'élargissement BIM, on savait que c'était jusqu'au 31 décembre, mais on ne savait pas si ça allait être prolongé. Ça a été prolongé le 31 décembre, hein, donc on est sur des dates différentes, on est sur des publics cibles différents, sur des manières d'obtenir le droit différentes, des périodes d'application différentes. Et donc voilà, j'en ai fait une synthèse pour essayer d'aider les CPS à se repérer au mieux, parce que je pense que c'est extrêmement compliqué une fois qu'on a la personne en face de soi, de se dire mais qu'est-ce que j'active, comment est-ce que je peux l'aider. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu des moyens, on a eu du soutien, mais tout est arrivé un petit peu en ordre dispersé, parfois avec retard. Et donc ça donne voilà, ce tableau qui vous synthétise un peu l'état des lieux aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup d'effets d'annonce dans la presse avec, voilà, il y a un chèque de 100 € qui va être octroyé. Donc, imaginez-vous, les gens entendent ça, ils vont au CPS demander, les CPS n'ont pas l'info parce que nous ne publions rien. De toute façon, il n'y a pas de texte, il n'y a rien qui existe, donc on ne peut pas travailler sur juste une publicité dans la presse. Et donc, ça sème une confusion assez importante. Donc voilà, pour la fédération, le travail est d'essayer d'aider les agents en essayant de mettre à plat les dispositifs le plus clairement possible. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci Sabine. Tu Je peux termine rappeler mon où... partage Je termine mon partage ou Oui, 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 je si sais qu'il tu y veux. avait ou je laisse la dia comme ça peut-être. Tu peux laisser, puis après on vous mettra en grand si tu veux. Non, pas de souci. Tu peux peut-être rappeler où se trouve le tableau que tu nous as montré. Donc il est sur votre site, à quel endroit? Il est sur notre site. Je ne vais peut-être pas vous dire tout le... Mais il faut aller sur l'onglet Fédération des CPS, aller dans Matière Énergie. Ce que je peux faire, c'est vous envoyer le lien dans la conversation. Quand j'aurai fini mon partage d'écran, je chercherai. D'accord, Si ça merci. vous va.
Oui, super. Philippe, je ne sais pas, on avait convenu que tu puisses réagir peut-être à ce que tu as entendu des 2 précédentes, interventions et puis on laissera la parole à Dorian. Non, personnellement, non. Sabine a bien sûr, mais on est bien d'accord là-dessus sur la multiplicité des dispositifs, dont certains nécessitent une démarche proactive de la part de la personne. Hein. Le chèque mazout, par exemple, fait qu'à un moment donné, je veux dire, c'est devenu illisible. Mais c'est pas seulement illisible pour les personnes, c'est aussi illisible pour celui qui doit décider qui aider, dans quelle proportion, comment, pourquoi. Et donc, il y a une perte, je dirais, de légitimité, en tout cas, certainement une perte de transparence. Ok, ben, si ça va pour vous, alors on va commencer par les questions. Donc, merci à vous en tout cas pour votre intervention. Alors, pour commencer, on a tout d'abord un petit rappel. On nous dit tenir à l'œil aussi que le tarif social étant le prix le plus bas du trimestre a fait pour certaines catégories de personnes un tarif plus élevé que le tarif précédent. Je pense à des personnes qui avaient un contrat fixe de 5 ans signé en 2018, s'est vu attribuer le tarif social compte tenu de leur statut BIM, mais elles payent maintenant plus cher que l'année passée. Euh, oui, mais elles ne sont pas obligées de passer au tarif social. Hein. Personne n'est obligé de passer au tarif social. Sabine, non? Pour les BIM au niveau fédéral, ça se fait automatiquement via Soctar. Oui, mais tu peux refuser, Très bonne question. je Je pense. ne suis pas Mais c'est certaine, compliqué. mais Mais ça oui. doit être compliqué. Ça doit être compliqué, effectivement. Cela dit, ça doit Laissez plutôt moi être rapide. exceptionnel. Hein. Le contrat à 5 ans en 2018, à mon avis, il n'y en a pas, il y en a pas On, beaucoup. Mais on, nous bon. on nous remet dans le bas des commentaires. Et là, si, pour les BIM, ça a été automatique. Ah, ok. Voilà. Ok. Ensuite, bonjour, d'après vous, faut-il conseiller les panneaux photovoltaïques aux ménages qui le peuvent, vu les nouvelles taxes prévues, etc. Alors, évidemment, ça ne concerne qu'une partie des ménages, bien sûr. Ce qui est absolument, par contre, incroyable, hein, après autant d'années de discours, de préoccupations, de mise en garde, déjà avant la crise, les panneaux photovoltaïques étaient toujours rentables. A fortiori, ils le sont encore maintenant, même après les hausses des panneaux eux-mêmes ou du placement, etc., et de tous les frais qui. Donc, voilà. Je veux dire, même et avec les facilités de paiement ou d'emprunt qu'on peut avoir, enfin, je veux dire, il est incroyable de constater le nombre de logements qui ne sont toujours pas équipés avec ces panneaux. Alors, autre chose, c'est de savoir s'il vaut mieux des équipements collectifs que des équipements individuels. Il y a un débat, mais en tout cas, tant que les règles du jeu n'ont pas changé, ça reste intéressant, même si vous n'avez pas d'argent au départ. Même si vous n'avez pas l'argent au départ. Mais la probabilité que ça concerne les personnes précaires est évidemment très faible ici. Hein. Mais ça peut concerner beaucoup plus de personnes de la classe moyenne qu'on ne le pense a priori. Ok, un tout grand merci. Alors, question suivante. Ici, en fait, donc, on a un texte qui nous dit bonjour à toutes et à tous. Selon certaines sources, voire ci-dessous, l'origine de la hausse des prix de l'énergie se situe pas tant le prix de la matière première que dans les prix fixés par les fournisseurs, dont l'utilité sociale dans la fourniture d'électricité est en réalité nulle. Ils ne font que facturer, ils ne produisent rien. Ne faut-il pas dès lors tout simplement remettre en cause purement et simplement la libéralisation et revenir à un modèle purement public? Sinon, tous les soutiens publics terminent de toute façon toujours dans la poche des fournisseurs. Alors, au niveau du texte qui a été mis, donc de l'article, c'est un article du Monde qui fait référence à Bruno Le Maire, mais le ministre français, donc c'est un article français. Maintenant, la question qui en saute, enfin, je pense qu'on peut en dégager, est est-ce qu'il ne faudrait pas remettre justement plus d'intervention au niveau de l'État en matière d'énergie, avec justement des fournisseurs plus au niveau d'État qu'une libéralisation qu'on connaît maintenant? Je ne sais pas si j'ai été clair au niveau de la question, si je l'ai compris, si j'ai bien compris la question. Sabine, vas-y. Moi, je n'ai pas d'avis sur la question. Je sais voilà, le gouvernement actuel travaille sur plusieurs projets de tarification
de fourniture de base, etc. Voilà, moi, je n'ai pas encore analysé les choses avec les CPS et mon comité directeur. Donc, voilà, à ce stade, je ne suis pas pertinente pour répondre à cette question. Ok. Donc, il y a une question qui a été soulevée dans un autre lieu. Je vous avoue avoir participé. Je ne me souviens plus d'un débat là-dessus, une discussion là-dessus, en tout cas. Certains craignent qu'un dispositif public, donc qu'on aurait à côté des fournisseurs privés d'un fournisseur public, serait qu'il y aurait de nouveau une segmentation des clients. Que le public ramasserait tous les clients en difficulté ou qui ne payent pas ou qui payent moins facilement que d'autres ou les clients protégés, enfin voilà. Et que finalement, ce serait une manière encore de diminuer encore la responsabilisation des fournisseurs. Voilà. Ok. Donc, il y a, comme toujours en politique, sur des questions sensibles, il y a une gradation des mesures possibles. À minima, prendre les dispositifs légaux pour que des comportements douteux des fournisseurs ne soient plus possibles. C'est le minima du minima. Et cela dit, ce n'est pas toujours facile. Hein. Ne disons pas a priori que les politiques ne font rien ou ne savent pas quoi faire. C'est compliqué. Il y a des règles européennes, des directives. Et puis, il y a des comportements qui sont tellement subtils, je dirais, qu'il est parfois difficile de les contrecarrer. Mais ça, c'est le minima. Et puis, ça peut aller jusqu'à une remise en cause fondamentale de la libéralisation, en tout cas de certains aspects. Par exemple, on peut très bien avoir une libéralisation dans le cadre de contrats collectifs. Hein, ce qui est déjà tout à fait différent que le consommateur qui se retrouve tout seul, tout nu en général, hein, devant des fournisseurs plus ou moins honnêtes, plus ou moins réactifs, plus ou moins corrects. Voilà. Donc, il y a des gradations possibles. Voilà. Cela dit, ce serait, je pense, pas très correct intellectuellement d'attribuer tous les problèmes actuels à la libéralisation. Hein. Voilà. Libéralisation ou pas, fournisseur public ou pas, les prix du marché international sont là. Hein. Un tout grand merci en tout cas. Alors, la question d'après, donc l'outil Craig Scan pourrait-il alors comparer par rapport au tarif social en cours? Alors pour ça, je vous ai mis à la suite et je vais encore le rajouter ici. Donc l'adresse mail de Madame Abada. Vous pouvez évidemment lui envoyer vos questions sur tout ce qui concerne sa présentation et elle vous répondra sans problème. Voilà, merci beaucoup. Alors, question suivante. Sait-on quand le nouveau montant de la prime MEBAR, 2000 € sera effectif? Mais donc, le texte n'est pas encore validé, approuvé. Donc, je pense que ça doit se faire ici courant du mois de mars. J'imagine après publication au Moniteur, etc. Donc, il faut encore, à mon avis, à patienter jusqu'au mois d'avril pour avoir quelque chose. Mais on ne manquera pas évidemment d'informer largement les CPS dès que la mesure sera effective, parce qu'on l'attend avec impatience. Voilà. Ok, merci beaucoup. Question d'après. Les mesures sont souvent conditionnées aux revenus. Pourquoi ne jamais tenir compte des charges du ménage? Au niveau des aides. Ça, c'est une grande question. Bah, bon, alors, quand il y a une aide sociale, ben forcément, le CPS analyse l'état de besoin et donc tient compte des ressources et charges. Donc ça, c'est une première chose. Donc, quand il active le fonds gaz-électricité, par exemple, ben, il vérifie l'état de la situation budgétaire de la personne. Donc, voilà, je ne comprends pas très bien la question. Oui, sans doute que cette personne parle de l'accès au tarif social ou des choses comme ça. Mais voilà, moi je pense que, par exemple, pour le tarif social, ben, l'idée c'est d'agir sur l'une des trois causes de la précarité énergétique, que sont le coût de l'énergie, dont l'un est le coût de l'énergie. Bon, il y a la faiblesse des revenus et la qualité du logement. Mais donc voilà, c'est une façon d'agir sur une des composantes de la précarité énergétique. Et donc effectivement, là, on ne tient pas compte des ressources de la personne. Mais voilà, je pense que d'une manière générale, le CPS en tient compte quand il vient en aide à la personne. Alors, sur les dispositifs qui sont des dispositifs généraux, où le CPS est plutôt dans ce cas-là un intermédiaire qu'un décideur, il y a une petite, insuffisante prise en compte de la taille du ménage.
C'est-à-dire que les seuils, par exemple, les seuils pour l'intervention majorée, qui donnent droit aujourd'hui au tarif social électricité et gaz, est augmenté en fonction du nombre de personnes à charge. Mais cette prise en compte, je ne sais pas d'où elle vient. Elle est en deçà de tout ce que la littérature dit sur l'augmentation des dépenses quand la taille du ménage augmente. Alors, on sait bien que les dépenses augmentent moins que la taille du ménage. Ce n'est pas parce qu'il y a 2 personnes au lieu d'une que la facture d'électricité augmente et multipliée par 2, ou la facture de n'importe quoi d'ailleurs, mais il y a quand même un lien entre la taille du ménage et la consommation d'un certain nombre de biens essentiels. C'est certainement le cas pour l'alimentation. Et donc, le rapport pour calculer le BIM, il est sans commune mesure avec la réalité vécue par les ménages. Voilà. Et c'est, je pense, un des grands problèmes aujourd'hui de la politique de diverses interventions pour aider les ménages précaires, c'est qu'il y a implicitement une préférence, je dis bien préférence, entendons-nous, hein, une préférence pour les personnes seules que pour les ménages, dans la manière dont on calcule les revenus pour accéder à un dispositif. C'est le cas aussi pour, pour beaucoup d'autres aides fédérales ou régionales. Ok, merci beaucoup. Alors, question suivante. Vous l'avez dit, mais la prolongation pour le tarif social pour les BIM, c'est jusque quand? Sabine a répondu, je pense. Sabine a répondu, Oui. mais un rappel, si Et donc, possible. c'est le 31 mars. 31 Mais mars. ça devrait normalement être prolongé, je pense, jusqu'au mois de juin. Mais de nouveau, il n'y a pas encore de texte. Hein, mais pour le moment, c'est 31 mars. Attention, ça concernerait les 10% nouveaux bénéficiaires. Hein, C'est ça, pour les BIM. Hein, oui. pour les BIM revenus, ce qu'on appelle, enfin, je ne sais pas si c'est l'appellation tout à fait contrôlée, mais les BIM, entre guillemets, automatiques, ont accès au tarif social depuis très longtemps. Ce qu'on a fait en février 2021, c'est les BIM revenus se sont ajoutés. Donc, grosso modo, on est passé de 10% de ménages bénéficiaires à 20%. Ces 10-là, c'est là que se situe l'enjeu politique et social, évidemment. Moi, je pense même que cette mesure va être prolongée. Écoutez, vous imaginez que des politiques, quelles que soient leurs orientations idéologiques, puissent en mars et puis éventuellement en juin annoncer que des gens vont voir leur facture multipliée par 4 ou par 5 du jour au lendemain. Enfin, j'ai du mal à imaginer. Maintenant qu'on s'est engagé dans cette voie-là, je pense qu'elle risque de devenir structurelle, sous réserve qu'on mettrait en œuvre alors d'autres dispositifs plus tard, mais à court, moyen terme, j'imagine mal qu'on puisse revenir sur cette mesure. Juste peut-être pour préciser, Philippe, hein, je pense que donc les catégories fédérales ne contenaient pas les BIM à la base. C'est revenus d'intégration, GRAPA et les personnes qui émargent à la DGPH, plus des catégories logement social, etc. Et donc le BIM complet, là, est arrivé effectivement suite au Covid. Et donc ça reprend tous les BIM. Oui. Mais donc effectivement, donc quand je parlais 31 mars, effectivement, c'est bien uniquement pour ceux-là, quoi. Les autres sont des catégories structurelles. Tout à fait, voilà. Ensuite, on fait référence, donc on vous remercie pour vos exposés. Et on nous dit, voilà, je suis étonné qu'on ne parle jamais d'économie domestique, comportement au quotidien, très concret, qui influence beaucoup sur la facture. On doit changer nos comportements. Voilà. Par rapport à ça, quelles seraient vos réactions? Je pense que c'est vrai, mais c'est quand même lié aux revenus. Effectivement, quand on a, je ne dis pas qu'on est très riche ou très beaucoup de revenus, effectivement, on peut commencer à faire attention. Est-ce qu'on est obligé de chauffer toutes les pièces tout le temps? Est-ce qu'on est obligé de chauffer les chambres à 16 degrés, 18 degrés? Il y a plein de questions comme ça qui se posent. Mais au plus on descend dans l'échelle de revenus, et c'est tout l'intérêt du travail des titeurs énergie dont a parlé Sabine, il ne faut pas imaginer qu'on puisse faire des tonnes d'économies. Hein. Je veux dire, même remplacer un frigo pourri par un frigo de classe A, ça vous permet de gagner très peu sur la facture énergétique. Hein.
il y a des tas de ménages qui ont, il faut quand même rappeler ça, qui ont une petite facture énergétique. Et donc même de gros efforts ou une amélioration, des efforts en termes de comportement, ou une amélioration structurelle de l'enveloppe des équipements électriques qu'on utilise, etc., ne permet pas de gagner des sommes énormes. Hein. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Hein. Tant mieux, hein, mais pas seulement d'ailleurs pour l'économie d'énergie. Un ménage qui peut accéder à un moment donné à un frigo correct, ben, c'est quand même mieux pour tout le monde, à tout point de vue. Quoi. Hein, mais il ne faut pas s'imaginer que ça va être, je pense, en partie la difficulté des débats sociopolitiques dans les mois et les semaines et les années à venir. Oui, à partir du moment où on est dans la classe moyenne, et certainement la classe moyenne supérieure, qu'on peut commencer à faire des efforts. Mais en a-t-on envie? Oui, j'ai envie de compléter, hein, je suis d'accord avec toi, Philippe. Donc, effectivement, en vous parlant des tuteurs énergie et eau, je pense que j'essayais aussi de vous montrer combien il y avait un travail d'accompagnement à domicile sur des choses très sensibles de la vie privée des gens. Le travail se fait. Maintenant, ce que j'ai comme retour, c'est que malgré ce travail, les factures augmentent. Et donc, ça finit par faire non-sens pour les gens et même pour certains tuteurs eux-mêmes qui se demandent ben, finalement, est-ce que ça fait encore vraiment sens de faire tout ce travail? Alors, on est d'accord, hein, ça fait sens et ils le font. Peut-être aussi une petite réflexion qu'on va d'ailleurs avoir lors de notre journée inter-CPS le 15 mars prochain, c'est que finalement, on demande au public en situation de précarité, effectivement, de surveiller au franc près leur consommation, ce qu'on ne demande pas spécialement à des ménages qui, comme le dit Philippe, ont tout ce qu'il faut et ne se posent plus la question de savoir si leur hall d'entrée va être chauffé ou pas, alors que ce qu'on observe au niveau des ménages en situation de précarité, c'est qu'ils sont au très près de chaque euro dépensé. Et donc, voilà, c'est effectivement, à un moment donné, il va falloir rééquilibrer, hein, parce que je pense que les personnes en situation de précarité, alors, je ne fais pas de généralité, hein, il y a des cas divergents et je pense que les CPS en rencontrent aussi. Mais voilà, c'est des gens qui calculent au franc près, qui se privent. Les gens sous compteur à budget savent très très bien l'impact de mettre 18 degrés ou 19 dans la maison, ce qu'une famille plus favorisée ne se posera a priori pas spécialement comme question. Donc, je crois qu'il faut peut-être remettre ça aussi en perspective parce qu'à un moment donné, peut-être qu'il faudra que tout le monde fasse quelque part les mêmes efforts que font ceux qui sont en situation de précarité. Mais voilà, ça c'est vraiment un avis avec une vue d'un peu plus loin, mais je pense qu'il faut quand même garder ça à l'esprit. Je crois que les gens en situation de précarité sont déjà très au fait de leur consommation et de savoir à quel moment ils font des écarts, à quel moment ils doivent faire gaffe, avoir un petit peu froid parce que ça ne va pas être possible. Donc voilà, voilà, c'est juste une petite mise en perspective. Je suis d'accord avec Sabine, je suis d'accord aussi, donc par conséquent avec le commentaire de Pierre Lupsin qui apparaît, et c'est ce que disent les tuteurs énergie hein, qui travaillent avec le public dont on parle. Même, me disait un jour un tuteur énergie, ne croyez pas que les personnes précaires n'ont pas entendu parler du climat et tout ça, mais ils font à la limite beaucoup plus d'efforts, en tout cas proportionnellement, que beaucoup d'autres. Hein. Voilà. Il n'y a plus de questions. En tout cas, je pense qu'on a répondu à tout. Et je pense... Ah, attendez, encore une question de dernière minute. Concernant les achats d'électroménagers via le fonds d'énergie, la règle est d'acheter des électros de classe A. D'après certains commerces, les classes ont changé et un électro de classe C ou B vaut anciennement une classe A. C'est juste les critères de classification qui ont changé. Je n'ai pas vu de changement de législation concernant l'achat d'électro. Il y a maintenant peu de classe A, d'après mes échanges avec un commerçant. Voilà. Alors, je suis en train de rédiger un article sur le fonds gaz-électricité parce qu'on a rencontré le SPP Intégration Sociale le mois passé pour éclaircir toute une série de choses par rapport aux dépenses éligibles, etc. Donc, voilà, on a pu refaire le point et effectivement, on a brièvement parlé de cette question des électroménagers. Et donc, l'idée du SPP Intégration Sociale, c'est que le CPS puisse montrer au travers de son enquête sociale et du rapport qu'il laissera comme trace pour le SPP que le choix de l'électroménager était ce qui correspondait le mieux à ses besoins. Et donc, effectivement, les classes énergétiques ont changé, mais voilà, j'imagine que le CPS peut après expliquer pourquoi il a fait tel choix et dans quelle mesure ce choix correspond
aux besoins du ménage. Mais donc voilà, visiblement, le SPP n'était plus hyper attentif à la classe énergétique. Voilà, l'idée, c'est de trouver la meilleure solution pour le ménage concerné. Mais je vous mettrai tout ça par écrit. Il faut que je relise ça. Donc, je vous donne la réponse globale comme ça, mais j'aurai une réponse plus précise par écrit très prochainement. Il y a eu quelques questions qui sont arrivées entre-temps. Vu les prix indécents de l'électricité et du gaz, et quoi qu'on en dise totalement injustifié, les ménages qui ne peuvent bénéficier du tarif social ne savent réellement pas chauffer leur logement. On en est réellement là. Donc du CPS de oui, donc Pierre Lupin. Et pour terminer, on a un commentaire de Richard Lint, assistant social au CHU de Liège, qui nous dit « Merci, je travaille auprès de membres de personnel d'une grande entreprise, classe moyenne qui commence à être impactée. » Voilà, Tout à fait. c'est les Je commentaires. partage ce point de vue. C'est la première crise où il apparaît à ce point qu'on doit sortir d'une vision classique qui consiste à dire on va aider les ménages précaires. Hein, déjà, on a eu du mal à aller vers tous les ménages précaires. Hein, ce n'était pas évident de passer de 10 à 20% des ménages aidés. C'est déjà, et on voit que même ça est quand même toujours en discussion, mais c'est clair que c'est la première crise depuis très longtemps en tout cas, où il faut au moins aller vers la classe moyenne inférieure, quoi. Au moins viser 50% des ménages et les aider d'une manière ou d'une autre. Voici. Bah, écoutez, pour le moment, moi, je n'ai plus de questions. Je n'ai plus de questions ni de commentaires. Juste en disant ça, ça ne veut pas dire que, Ah, pardon. au-delà des 50% des ménages, donc une fois qu'on arrive à la classe moyenne supérieure, et puis forcément les gens très aisés, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'impact. Mais au plus on monte dans l'échelle des revenus, au plus on a une capacité de réagir et d'absorber les chocs, ne serait-ce qu'en diminuant un peu son épargne. Mais en dessous, on n'a pas d'épargne. Donc, on n'a même pas une capacité financière, budgétaire d'absorber les chocs. Au-dessus, oui. Je ne dis pas que c'est marrant, mais c'est quand même pas le même niveau de souffrance. Hein. Il faut aussi, enfin, moi, personnellement, je suis un peu très prudent en l'utilisation du mot souffrance. Elle est quand même, je sais bien que c'est difficile d'apprécier la souffrance, hein, on le sait bien, quel que soit le point de vue d'où on se place, économiste, psychologue, etc. Mais il y a quand même des degrés différents. Hein. Voici. Bah, écoutez, un tout grand merci en tout cas pour votre intervention. Moi, je n'ai plus de questions pour vous. Je pense que tout a été traité. Oui, merci Dorian, merci à vous tous pour votre participation et pour vos interventions de qualité.